Une date mémorable, parmi tant d'autres, pour le peuple béninois, au cœur de votre émission Débat du jour. Bienvenue à tous. 1er novembre 2019, soit il y a un an, la loi portant révision de la Constitution aura été votée à l'unanimité des 83 députés de l'Assemblée nationale. Une première depuis son adoption en 1990. La nouvelle, qui vous souvienne, mesdames, messieurs, aura profondément divisé. Saluée par les uns, elle aura été décriée par les autres, dénonçant un coup de force préjudiciable au vivre ensemble. Un an après, doit-on toujours s'en émouvoir? Nos invités du jour pour nous élucider sur la question, la préoccupation donc au menu de l'émission du jour. Et ce sera autour du thème Constitution du 1er novembre 2019, le Bénin en marche forcée vers une nouvelle république. Tout de suite, maintenant, parole à nos invités, un citoyen engagé, drapé de l'étoffe de juriste et un cadre chevronné, soutien du régime au pouvoir. À ma droite, il a non, Monsieur Éloi Vigile Abossou, soutien du régime au pouvoir, il est cadre chevronné, comme le disait un expert sur des questions qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Il est coordonnateur national de l'ICR, l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon. Monsieur Éloi Abossou, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes, et bonjour à tous les téléspectateurs. Ils vous répondent à leur façon. En face de vous, pour nous accompagner durant cet instant de débat, Monsieur Fatih Ousmane, observateur de la vie politique, il est avocat au barreau de Dijon en France. Il a accepté nous accompagner durant ces 45 minutes. Maître Fatih Ousmane, bonjour. Bonjour Jean-Olivier Tonti, bonjour Monsieur Moussou et bonjour à vos téléspectateurs. Il vous répondra à leur façon. C'est le regard du citoyen en même temps de l'homme de droit que nous aurons à revisiter au cours de cette émission. Merci à vous deux pour la disponibilité. Oui, mesdames, messieurs, qu'est-ce que le temps passe si vite. Il y a peu, on annonçait une intervention chirurgicale. En tout cas, c'était le thème consacré pour parler des modifications devant intervenir au niveau de la Constitution de 1990. Oui, nous sommes au Bénin. Mais à l'arrivée, presque une cinquantaine, dit-on, d'articles qui auront été modifiés. Pour autant, les fondamentaux de cette Constitution ont-ils été touchés? En tout cas, pour certains, c'est de l'indignation générale, pour d'autres, de la satisfaction. Le Bénin qui venait de poser un pas de plus pour une république qui surtout se veut révéler. Fin de citation. Je vais me retourner vers nos invités du jour pour qu'ensemble on puisse jeter un regard dans le rétroviseur. Je commence avec vous, Monsieur Éloi Moussou. Un an après, de l'amertume pour vous ou beaucoup de satisfaction? Merci encore une fois de m'inviter à ce débat. Je dirais que d'abord, la révision en elle-même, c'est déjà une satisfaction parce que c'est la parole tenue. Le président Patrice Talon, déjà en campagne, avait annoncé les couleurs. Il a dit, dans l'un de ses engagements, dans l'une de ses promesses, il va proposer au peuple béninois la révision sur un certain nombre de points de la Constitution. Il faut dire que la Constitution béninoise n'est pas gravée dans le marbre. Une société est dynamique, tout évolue. Pourquoi notre Constitution ne va pas évoluer? Si nous prenons l'exemple de la France que nous avons regardé, depuis 1958, la Constitution de la Ve République a connu 24 révisions. C'est ça donc pourquoi la nôtre, qui a fait 29 ans, adoptée en 90, et ce n'est qu'en 2019 qu'on la révise. Entre-temps, il y a eu une grande évolution, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu un certain nombre d'accords, un certain nombre de contraintes internationales face auxquelles nous devons faire face. Donc, c'est normal qu'on puisse adapter la constitution de notre pays aux nouvelles réalités. Alors, adapter la constitution béninoise aux nouvelles réalités, on croit. Monsieur Abossou, et ça y est, on y est. Beaucoup de satisfaction donc, Maître Fatih Ousmane, oui, le regard du citoyen en même temps de l'homme de droit. Beaucoup de satisfaction ou un peu d'amertume. Les deux à la fois. Merci pour cette question. Un an après, pour moi, la révision de cette constitution relève encore
d'un épisode traumatique, presque traumatisant. C'est une véritable douleur que je ressens à chaque fois que j'aborde ce sujet, parce que d'un sujet important, grave, et qui concerne l'ensemble des Béninois, on a fait un débat entre soi, qui a été confié à un entre-soi composé de partis politiques soutenant le chef de l'État, et on a exclu à la fois la société civile, on a exclu à la fois les Béninois, mais on a surtout exclu ce qui fait le corps de l'institutionnel politique du Bénin, c'est-à-dire la classe politique de l'opposition. Pour savoir ce dont on parle, il faut savoir d'où on vient. On sait très bien que pour se guérir d'un mal ou de maux MAUX, il faut savoir les diagnostiquer. Ce que je relève, moi, lorsqu'on aborde cette constitution, moi je l'appelle, certains l'ont appelé la constitution Halloween, moi je l'appelle la constitution de la honte. Parce que c'est lorsqu'on a honte, lorsqu'on a des remords, que l'on se cache. Cette constitution a été révisée de manière nocturne, elle a été révisée en procédure d'urgence, elle a été révisée en catimini, elle a d'ailleurs été révisée hors dialogue, hors consensus national. C'est une révision qui est celle de partis politiques proches d'un pouvoir. Ce n'est pas une révision du peuple béninois. Patrice Talon, comme le rappelait M. Amoussou, Patrice Talon, lorsqu'il promettait aux Béninois une révision constitutionnelle, il leur promettait une révision par référendum. Il ne leur promettait pas une révision procédée et faite et confiée à ses seuls partisans, à lui, au sein d'une assemblée monocolore. Il proposait une révision populaire, une révision sur la base d'un diagnostic qui a été fait par tout le monde, de ce que certains ajustements étaient nécessaires, mais on verra dans le cadre de notre discussion que ces ajustements en question ne se retrouvent pas forcément dans la Constitution telle qu'elle a été révisée le 1er novembre 2019 par des députés dont, je le répète, la plupart, l'intégralité ils sont des partisans du chef de l'État. Donc, le vrai premier problème de cette révision, c'est qu'elle procède d'un organe lui-même dont la légitimité est contestée, puisque découlant d'une d'une élection législative d'avril 2019, elle-même contestée pour les raisons que nous savons. Alors, je ne sais pas s'il faut tout de suite que j'entre dans le vif du sujet, pour vous, si c'était juste une introduction. Oui, c'est juste une introduction. Votre regard sur ce qui a été fait, quand on vous suit, pour vous, c'est plus que de la déception. Oui, il y a un mot qui est revenu, et c'est pratiquement cette rengaine. On a entendu les premiers jours, monsieur Amoussou, vous avez suivi des voix qui s'élèvent par là. De vous opérer en catimini, votre vis-à-vis nous dit, c'est quand on a honte que ce qui s'est passé se passe, on n'a pas associé tout le monde. L'expression consensus qui est aussi revenue, quand on prend du recul pour vous, s'agit-il de concepts qui ont de l'importance dans ce qui a été fait? Je peux dire non. Il y a 3 questions auxquelles on doit répondre. Est-ce que la révision est-elle nécessaire? Oui. Est-ce que la révision qui a été faite est légale? Oui. Est-ce que la révision a permis de changer un certain nombre de choses dans notre Constitution? Oui. Est-elle nécessaire? Il vient de le dire, Maître vient de le dire, c'est nécessaire. Tout le monde se rend compte aujourd'hui que notre Constitution de 90 a vécu. Il faut la toiletter, il faut changer un certain nombre de choses là-dedans. La révision est-elle légale? Oui, puisque la Constitution elle-même a prévu les différentes étapes, les différentes formes de sa révision. Le Parlement est en droit de le faire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat où on dit Parlement monocolore, on a empêché personne d'aller aux élections. La loi, elle est là. Ceux qui ont été aux élections ont participé aux élections. Ils ont été élus. Nous n'allons plus revenir sur ça parce qu'on a glosé, excusez-moi le terme, sur ce que ce Parlement ne soit pas reconnu. Aujourd'hui, à l'international, tout le monde travaille avec ce Parlement. Donc, c'est légal. L'organe qui a fait la révision, la loi a prévu, la Constitution elle-même a prévu qu'on peut passer par voie référendaire ou par voie législative. L'Assemblée peut le faire. Donc, on ne va pas revenir sur ça.
quel crédit vous accordez à l'aspect évoqué par votre vis-à-vis qui dit, mais pour lui, une assemblée constituée des seules formations du chef de l'État poserait problème? Ben, il y a eu, qu'est-ce que vous appelez formation de chef de l'État? Il y a eu élection législative, oui ou non, dans ce pays? Tout le monde. Quand il y a eu, rappelez-vous, la réforme du système partisan, c'est une assemblée constituée de beaucoup de partis. Il y avait presque toutes les tendances qui étaient là, qui ont voté cette réforme. Donc, du moment où la réforme est enclenchée, ça a été voté, je crois que les acteurs politiques doivent se mettre en ordre de bataille dans le nouvel concept qui est adopté. Si certains n'ont pas fait et n'ont pas pu participer aux élections, ben ils n'ont qu'à se mordre les doigts. On ne va pas dire au chef de l'État d'attendre que tout le monde soit prêt. Encore que l'élection législative est une élection constitutionnelle. N'oublions pas. Donc, assemblée monocolore, quoi qu'on dise. L'aspect consensus qu'il a évoqué, voilà, vous dites quoi? J'ai parlé de 3 questions. Oui. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est légal? Oui, parce que l'Assemblée, c'est devant l'Assemblée que la révision a été faite. J'ai parlé de 2 voies. Il y a la voie référendaire et puis il y a la voie législative. Donc, c'est légal pour moi. Maintenant, ce qui a été fait, est-ce que ça répond aux attentes? Oui. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a certains engagements internationaux que le Bénin a pris devant des organes. La Cour des comptes, aujourd'hui, ça se retrouve dans cette constitution. Il y a même, au niveau du fonctionnement même de la démocratie béninoise, où il fallait, on injecte des milliards pour organiser des élections. L'alignement des mandats au niveau de presque tous les organes constitutionnels, c'est fait aujourd'hui. Vous évoquez déjà le document dans son fond. Voilà. Oui, pourquoi pas? C'est pour vous dire que, sur tous les plans, cette révision à apporter une réponse aux attentes du peuple. Ok, on y revient. Les attentes du peuple comblées, que pense Maître Faty Ousmane? Mais avant, à ces 3 questions que M. Loa Moussou a pu répondre, qu'est-ce que vous en dites, Maître Faty Ousmane? Je vais être très clair. Monsieur Amoussou pose la question de la nécessité de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Je lui réponds sans embâche ni embarras que la révision d'une constitution qui n'a généré aucun conflit politique, la révision d'une constitution qui a installé une situation et un pays en paix avec des alternances régulières qui ont d'ailleurs permis au président Patrice Talon de venir au pouvoir, après un exil volontaire ou choisi en tout état de cause de 2 ans à l'extérieur. C'est un pays qui a une situation institutionnelle qui a permis à des acteurs politiques sortis de nulle part de pouvoir s'installer, de pouvoir prospérer et de pouvoir accéder à des fonctions électives, des fonctions politiques de manière stable, de manière apaisée et dans un contexte sociopolitique lui-même apaisé. Cette constitution-là, sa révision en tout état de cause, ne s'imposait pas. Donc la question de la nécessité, alors qu'on a une situation institutionnelle et un mécanisme juridique et avec un équilibre des pouvoirs qui permettait à ce pays de fonctionner normalement, la question de la nécessité, c'est un faux débat. Et qu'en dites-vous de la mise en conformité, s'il vous plaît, et la mise en conformité par rapport à nos engagements internationaux? Aller jusqu'au bout et faire une révision qui n'est pas une révision dans l'intérêt des Béninois, mais une révision pour ses intérêts propres et pour son pouvoir propre. Ça, c'est le premier débat. La deuxième question qui se pose, c'est celle de Monsieur Amoussou parlait de la légalité. Non, c'est la question de la conformité à la Constitution elle-même de cette révision. J'ai évoqué tout à l'heure le problème qui était pour moi essentiel de ce que n'appartenait pas à cette Assemblée-là, issu d'un scrutin non inclusif, je dirais exclusif et excluant, de faire cette révision-là. Il n'appartient pas à cette Assemblée à légitimité fragile, contestée. Je rappelle que même avec les chiffres de la Cour constitutionnelle, il y a à peine un Béninois sur 4 qui s'est déplacé pour s'exprimer. Et sur ceux qui se sont déplacés pour s'exprimer, tous n'ont pas voté pour ces députés-là
présents à l'Assemblée nationale. Il y a donc une Assemblée qui est frappée d'illégitimité, une Assemblée dont l'assise populaire au sein des Béninois est totalement remise en cause. Cette Assemblée-là était non seulement illégitime pour procéder à une telle révision nuitamment, etc., mais en plus totalement disqualifiée pour imposer cette révision aux Béninois. Ça, c'est le premier débat sur l'aspect purement légaliste. Allons plus loin dans la discussion, puisque lorsqu'on parle de légalité, il faut parler de conformité à la Constitution. Et là encore, je suis désolé d'expliquer à M. Amoussou qu'en réalité, cette Constitution, telle qu'elle a été révisée par l'Assemblée nationale, procède d'une violation de la même Constitution révisée. La Constitution et les textes de notre pays sont très clairs. Les lois ordinaires seules peuvent être révisées en procédure d'urgence. La Constitution, c'est une loi constitutionnelle. C'est la loi suprême, ne peut en aucun cas être révisée par une procédure d'urgence, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui, je le rappelle, depuis très longtemps, fait partie du bloc de constitutionnalité, interdit que la constitution d'un pays puisse être révisée en procédure d'urgence. Les députés eux-mêmes le savent de manière pertinente. On est simplement dans une situation où tout le monde se sent en zone de confort à l'Assemblée nationale. On fait ce qu'on veut, on impose, y compris par la violation des textes les plus basiques qui régissent notre pays. On va, c'est sur la forme, tout ce que vous évoquez, mais votre vis-à-vis dit, OK, au niveau de la forme, mais quand on va un peu plus loin, il trouve qu'il y a des raisons suffisantes pour applaudir ce qui a été fait. Il évoquait tout à l'heure les engagements internationaux, mais avant, il a évoqué la question de la Cour des comptes. Vous l'avez suivi. Excusez-moi de rire quand j'entends parler de la Cour des comptes. Je vous rappelle que cette constitution date du 1er novembre 2019. Nous sommes à 1 an après son adoption. J'attends toujours l'installation de la Cour des comptes. J'attends toujours la nomination de ses membres. C'est dire l'urgence pour le régime actuel, l'urgence pour ce régime-là d'avoir installé la Cour des comptes ou de voir cette Cour des comptes être installée en réalité. Tout cela n'était qu'un prétexte. Allons plus loin sur le contenu de cette révision constitutionnelle, puisque vous permettez, par exemple, avant d'aller plus loin, de l'égalité des femmes ou de la question de la parité homme-femme dans la Constitution. Pour moi, tout cela n'est qu'un faux débat, parce que la loi pouvait permettre, sans toucher à la Constitution, qui de toute façon reconnaissait l'égalité homme-femme, la loi pouvait permettre aux institutions de respecter et de tendre vers une forme d'égalité et de parité. Maître Fatou Ousmane, vous permettez? Oui. Vous êtes revenu là sur les aspects évoqués par M. Éloi Amoussou, qui, il y a peu, voudrait quand même vous interpeller sur certains aspects. Vous permettez que je lui retourne la parole, quitte à revenir vers vous et M. Éloi Ao. Et Amoussou, il a passé en revue les aspects que vous avez évoqués tout à l'heure. Oui, je dirais, je suis heureux qu'il puisse me dire aujourd'hui que, en parlant de la Cour des comptes depuis 1 an, mais qu'il ne soit pas pressé. Depuis 1 an, on peut faire le bilan. La loi est votée et maintenant les dispositions sont en train d'être prises pour que cette Cour-là soit une réalité. On ne se lève pas du jour au lendemain, il faut installer certaines choses. Il faut que ceux qui doivent animer cette Cour, qu'on les recrute, qu'il y ait des juges compétents, qualifiés pour le faire. C'est progressivement qu'on va en venir. Mais il faut d'abord que le cadre législatif soit adopté. C'est une première raison. Deuxième raison, en parlant, parce qu'il revient toujours sur une assemblée monocolore, c'est un débat, excusez-moi, déjà dépassé, et on n'est plus à ce niveau-là. Deuxième raison, la loi, comme il le dit, la loi a prévu déjà une parité hommes et femmes depuis jusqu'à la 8e législature. Est-ce qu'il peut me dire combien de femmes sont représentées à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a au moins, on nous dit, au niveau de la population béninoise, 51% des Béninois sont des femmes. La dernière, sinon la 8e législature, je crois, il y a 5 ou 6. Il y a eu 6
dans la 7e législature, et on dit maintenant, on formalise la chose, on dit qu'il faut un quota minimum, on a mis un quota minimum qui doit être représenté au niveau des femmes, qui doit être au niveau de l'Assemblée. C'est pas bon. Je ne comprends pas quelle critique on peut faire contre ces avancées. J'ai dit tout à l'heure, une société est dynamique. Une loi qui est votée, la perfection, comme on le dit, n'est pas de ce monde. Alors, aliment de mandat, oui. Là, vous évoquez la question de parité. Autre aspect, en termes d'avancement, si vous devez en évoquer. Je dois revenir d'abord à l'aliment des mandats. Oui. Est-ce qu'ils ne voient pas le côté économie? La grande partie de l'économie, on met des milliards aujourd'hui à chaque élection. On fait les législatives, après on reprend les listes électorales, on organise les présidentielles, après on revient, on organise les communales. C'est des milliards qu'on injecte. Ces milliards aujourd'hui peuvent aller faire beaucoup de choses. On peut les injecter dans la construction d'infrastructures socio-économiques pour ce pays. C'est ça ce qui est important. Vous voulez sa réaction là-dessus? Oui. Maître Fatih Ousmane, voilà. Nous sommes sur le terrain, on vit les réalités. Monsieur Loa Moussou pratique sur le terrain et vous demande aujourd'hui, est-ce que vous ne demandez pas qu'on applaudisse plutôt lorsqu'on arrive à économiser autant d'argent pour la nation? Écoutez, la motivation économique pour justifier d'une révision constitutionnelle et toucher à des éléments essentiels de l'organisation souveraine de notre société, pour moi, c'est un faux alibi. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. Pour moi, les dépenses liées à la démocratie, au fonctionnement institutionnel, aux alternances démocratiques et politiques, ne sont pas des dépenses sur lesquelles il faille rogner. C'est des dépenses de souveraineté. Pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir sur le fait d'injecter de l'argent pour organiser la vie démocratique d'un pays et la société et amener les citoyens à se prononcer sur l'organisation de leur société, les choix politiques qui seront les leurs pour les prochaines années. D'ailleurs, je note que l'instauration du poste de vice-président de la République, du président de la République, est venue à l'occasion de cette idée d'aligner les mandats et de faire en sorte qu'il y ait désormais, à partir, je crois, de 2026, des élections générale qui couplerait présidentielle et législative. Aller invoquer l'argument économique pour justifier d'une révision économique, c'est aussi déplacé et faux que de mettre en avant l'idée de candidature factice ou on va dire peu sérieuse pour aller me justifier le principe du parrainage présidentiel duquel on va parler tout à l'heure. Donc, effectivement... Quel candidature qualifiez-vous de fantaisiste, Maître Fatihou? Il y a des dépenses, oui. Oui, quelle candidature qualifiez-vous de fantaisiste, là? Ah non, je ne qualifie aucune candidature de fantaisie, je dis simplement que l'invocation de l'argument financier pour parler des élections générales est du même niveau et du même acabit que la motivation des candidatures fantaisistes pour aller créer le parrainage. C'est une imposture intellectuelle qui vient cacher la réelle vocation de cette révision constitutionnelle et dont on sait aujourd'hui que l'objectif n'était pas de créer une nouvelle république, mais de diminuer les pouvoirs du Parlement. On sait aujourd'hui que ce Parlement est dépouillé de l'essentiel de ce qui fait qu'il est représentation nationale, représentation du peuple, c'est-à-dire qu'il ne peut plus voter le principe de l'approbation et l'approbation des accords de prêt avant que l'exécutif n'engage le pays. Ça veut dire que les députés de notre pays aujourd'hui qui sont là ne sont plus en mesure de donner leur avis avant que l'État, l'exécutif, n'engage les Béninois sur des années et n'endette les Béninois et ne le feront que 90 jours après, une fois que le mal aura été fait et que les accords de prêt auront été signés par l'État béninois. C'est une vraie diminution, une vraie régression de la situation politique et de la démocratie dans notre pays que d'avoir accepté que les représentants du peuple ne puissent plus parler au nom de ce peuple-là
avant que l'exécutif n'engage les citoyens sur des décennies, alors que nous savons la situation de pauvreté dans laquelle nous sommes. C'est ce que je dis s'agissant de l'argument économique pour justifier une révision constitutionnelle. C'est un faux argument. Si on doit évoluer dans le débat, visiblement vous avez des griefs. Si on doit évoquer autre aspect avec vous, avant d'écouter M. Éloi Moussou sur cette question. Alors, moi, j'ai un vrai souci avec la motivation globale de cette révision. Le vrai souci que j'ai, c'est que tout cela procède, de mon point de vue, de la même logique qui a conduit au quitus fiscal, de la même logique qui a conduit au certificat de conformité, de la même logique qui a conduit à ce que entre la première phase de désignation des maires après le scrutin communal de mai 2020, on en vienne à susciter ex nihilo une nouvelle loi pour désigner et faire désigner non plus par les élus locaux, mais par les partis, et faire nommer par les partis les nouveaux maires au Bénin. C'est une volonté de mettre la main sur tout ce qui est espace démocratique et espace de liberté dans notre pays, et c'est ce qui arrive fatalement à la situation de ce parrainage présidentiel sur lequel on sait que le gouvernement et le régime actuel voulaient absolument amener, parce que après le quitus fiscal, après le certificat de conformité et après ce que je viens de décrire, il y a toujours un obstacle à une situation de pérennisation de ce régime, et le parrainage présidentiel est devenu la dernière muraille érigée par le gouvernement pour empêcher la compétition électorale. Et si vous voulez, je peux vous donner mon avis tout de suite sur le parrainage présidentiel tel qu'il est issu de cette allez-y en quelques minutes, le temps de donner la parole à M. Éloi Moussou. Oui, Maître Fatiou, allez-y très rapidement. Pardon ? Allez-y très rapidement. Écoutez, pour parler de ce parrainage, il faut d'abord tout de suite démystifier un peu tout ça. Personne n'est contre l'idée d'un parrainage. Bon, c'est de bonne guerre, c'est presque dans l'air du temps, ça se fait en Afrique, ça se fait depuis très longtemps ailleurs. Personne n'est contre le principe de ce parrainage. Par contre, dans la motivation que sont allés chercher les auteurs de ce texte, ils viennent nous expliquer qu'il faut supprimer et réduire le champ des candidatures fantaisistes ou des candidatures un peu loufoques. Déjà, la première question, c'est: qui sont-ils pour décider de qui est fantaisiste ou de qui est crédible à leurs yeux? Qui suis-je, moi, Fatiou Ousmane, pour dire que vous, Joël Yetondy ou M. Éloi Moussou, n'est pas un candidat sérieux et n'a pas des idées suffisantes pour oser se présenter devant les Béninois pour leur dire qu'il est candidat à la présidence et à la présidence de la destinée de leur pays. Qui sont-ils? Rien. Ils ne sont rien, pas plus que je ne suis quelque chose. Attention. Par contre, lorsqu'on parle de ce parrainage, il faut savoir qui l'organise. Il faut savoir que dès lors que l'Assemblée nationale vote le principe par un alinéa de ce parrainage dans la Constitution, l'Assemblée nationale a déjà garanti au pouvoir en place plus de la moitié du collège de parrains. C'est un délit d'initié. C'est un délit d'initié doublé d'une rupture d'égalité devant la loi. Ça veut dire qu'on prive, a priori, des milliers de Béninois de la possibilité, eux, de se faire parrainer, parce qu'on réduit le champ de ce parrainage à 180 personnes, sur lesquelles le président de la République et son gouvernement actuel ont déjà plus de la moitié. Derrière, on va plus loin, puisqu'on décide désormais de nommer les maires, puisque ce ne sont pas que les élus locaux qui sont concernés par le parrainage, mais que les maires. Donc on décide de nommer les maires, ça veut dire qu'on va plus loin encore dans l'exclusion de la compétition, dans l'exclusion des candidats de l'opposition ou des candidats indépendants. Ça veut dire qu'en réalité, on est aujourd'hui dans une situation où les Béninois sont privés de la possibilité d'agir directement pour modifier le cours de leur destin.
mais ils sont exclus de la gestion des affaires publiques de leur pays. C'est gravissime. Mais merci, Maître Fatiou. Votre analyse, elle est comprise, mais Eloi Moussou a beaucoup pas dit. Ça fait plusieurs aspects d'évoquer. Monsieur Eloi Moussou, vous commencez par la question de l'Assemblée, dépouillée de ses attributs pour en venir au dernier aspect où vous commencez par on fait un nivellement par le bas. Je préfère commencer par le volet parrainage que mon cher ami Fatiou a évoqué. Je suis surpris venant d'un frère juriste, on m'a dit, qui vit en France. C'est dans un pays où le parrainage se fait. Donc ce qui est bon pour la France n'est pas bon pour le Bénin. C'est ce que je suis en train de comprendre dans ce qu'il dit. Sinon, il doit applaudir dès demain. Il a vu faire ça là-bas. Pourquoi ne peut-on pas faire le parrainage ici? Et le parrainage, comment ça se fait là-bas? C'est pas les élus qui le font, qui donnent parrainage aux candidats, et ils pensent que ce ne sont pas les maires, monsieur. Ce sont les élus, ce ne sont pas les maires. Attendez, chaque pays avec ses réalités. S'il y a parrainage là-bas et qu'on institue le parrainage ici, vous devez applaudir d'abord. Et maintenant, on l'organise suivant nos réalités. Donc, vous n'allez pas critiquer ça. Je suis surpris, je suis déçu venant de vous. Parce que vous êtes d'un certain niveau. Là, je vois que votre appréciation est un peu teintée de politique. C'est une appréciation partisane. Et je l'assume. Je l'assume pleinement. Excusez-moi. Bon, ben voilà. Donc, qu'on ne me dise pas que j'ai un juriste en face. Il faudrait que je sache que mon vis-à-vis... J'ai un parti pris, monsieur Amoussou. J'ai un parti pris pour la démocratie et pour la libre gestion des affaires publiques par les citoyens. Excusez-moi. Je peux continuer en parlant de... Quand vous parlez de la vice-présidence, la vice-présidence, c'est aussi une avancée. Vous pensez que ce n'est pas une avancée parce que faites le point. Vous pensez que ce qui était prévu par la Constitution, ou en cas de décès ou d'invalidité, si en cas de décès du président en exercice, vous pensez que les 90 jours qui étaient prévus pour l'organisation de nouvelles élections, est-ce que dans la pratique, ça peut se faire? Allez voir ça. Il faudrait que les tests qu'on choisit, qu'on vote, qu'on adopte, soient confrontés aux réalités pour voir là où on peut corriger certaines choses. Là, c'est pas possible. Quand aujourd'hui, on propose qu'il y ait un vice-président pour seconder le chef de l'État, l'homme n'est pas Dieu. Il peut y arriver un moment où celui qui est élu peut avoir des problèmes de santé, peut en décéder, mais on prévoit en même temps celui qui va continuer le mandat pour qu'il n'y ait pas une rupture au niveau de ce qui a commencé, pour qu'il n'y ait pas, qu'on n'ait pas à reprendre certaines choses. Quand on parle de l'alignement des mandats, et vous riez, bon, je crois que ce que je dois dire par rapport à ça, vous ne vivez pas les réalités de chez nous. Vous êtes, excusez-moi le terme, vous êtes en France. Le Béninois lambda a besoin de 1000 francs pour vivre par jour. Et si on peut faire une économie pour investir dans le développement de ce pays, c'est utile. L'alignement des mandats qui pourra nous permettre de gagner des milliards à investir dans un certain nombre de choses, ben, vous critiquez cela. Dans les grands pays, je vois aux États-Unis aujourd'hui, on parle d'élections. Au même moment, le même jour où on élit le président de la République, il y a l'élection des gouverneurs, il y a l'élection des sénateurs. Et qu'est-ce que vous dites? Ça, là-bas, il n'y a pas eu alignement. Donc, chez eux, grand pays, grande puissance, ils ont pensé à faire cette économie. Mais quand on doit ramener cette idée ici, il y a problème. Est-ce que nous voulons évoluer, nous voulons avancer ou nous voulons toujours reculer? Il faudrait, à un moment donné, s'arrêter, faire le point et dire, nous aussi, nous pouvons faire comme les autres. C'est ça, le but de l'alignement. Bon, nous n'allons plus revenir à un certain nombre de choses que vous parlez d'assemblée, monocolore, tout ça là, les élections. On ne va plus refaire le monde. Je dis, c'est passé. L'élection a eu lieu. Il n'est nulle part écrit dans la Constitution qu'il faut un certain seuil pour que l'élection soit validée. Est-ce que la Constitution a prévu ça? Ça peut être 10%. Chacun est libre d'aller voter ou de ne pas aller voter.
Moi, j'ai voté et je suis fier de cette assemblée-là, du travail que fait cette assemblée-là aujourd'hui. Bon, vous pouvez ne pas en être fier, c'est votre droit. Vous êtes libre et c'est ça aussi la démocratie. C'est ce que notre liberté, notre constitution a consacré. Vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais, Monsieur Fatiou, je dois vous dire que le Bénin, aujourd'hui, avec cette constitution, au-delà de cette constitution aussi, le Bénin est en train d'avancer. Revenez au pays pour voir tout ce qui se fait dans le pays. Ne restez pas là-bas. Venez, vous allez apprécier tout ce qui se fait de bien et vous allez participer plutôt à ce qui se fait. Vous allez constater les changements, les avancées dans ce pays. Bon, si vous devez rester dans votre bureau là-bas pour critiquer, vous n'allez pas voir la réalité. Je vous invite à descendre au Bénin pour connaître, pour voir, constater de visu ce qui se fait dans ce pays. Alors, Maître Fatiou, Ousmane, un appel qui vous est lancé. Je ne sais pas ce que vous en dites. C'est toujours très intéressant d'entendre ce dernier argument qui est celui du reproche d'une extranéité à tous les interlocuteurs béninois qui seraient disqualifiés ou qui ne sauraient pas de quoi ils parlent lorsqu'ils abordent la question. Je n'ai pas besoin de recevoir d'invitation pour savoir ce qui se passe dans mon pays. Je n'ai pas besoin d'entendre dire que les Béninois souffrent pour savoir qu'ils souffrent. Par contre, j'ai besoin de rappeler à M. Amoussou que j'aurais souhaité que ce souci qu'il a de l'économie et de la gestion des finances publiques soit le même qui aurait animé le régime qui a rénové à coups de milliards le palais présidentiel. Alors que dans le même temps, on me dit que les Béninois souffrent et manquent de l'essentiel. J'aurais souhaité que ce même souci de la finance et de la gestion publique soit celui qui aurait dû, de mon point de vue, pousser le régime actuel à construire des centaines d'écoles au lieu d'ériger par-ci par-là des stades de football dont on nous dit que ce serait désormais un besoin essentiel pour les Béninois. C'est pas ça le débat. Et lorsque j'entends M. Amoussou me dire qu'il était important de créer un poste de vice-président au Bénin simplement pour régler la situation de vacance du pouvoir, je lui dis en quoi est-ce que fondamentalement ce problème a pu se poser et dont nous n'avons pas pu nous sortir vainqueurs gagnants. Jamais le problème ne se posait. Jamais le problème ne s'est posé lorsque la décision a été prise. C'est ce qui me fait dire que la motivation est éloignée de la réalité. On a fait un faux diagnostic pour justifier une situation qui, à terme, et si on regarde bien et si on pousse la logique jusqu'au bout, va et peut nous faire aboutir un jour à avoir un président et un vice-président qui jamais n'auraient eu l'onction populaire et jamais ne seraient sortis des urnes dans ce pays. Et c'est de cela qu'on parle. On a réduit le champ de compétences et de missions de l'Assemblée nationale. On a créé une situation de nomination à tour de bras au niveau des exécutifs locaux. Et on va arriver dans une situation qui, à terme, va être celle d'un pays où les dirigeants, les deux dirigeants, président et vice-président, même si certains l'ont appelé un élu oisif, ne seront pas élus et n'auront pas la caution populaire des Béninois. C'est extrêmement grave et moi je ne joue pas avec ce genre de sujet. Donc me faire le reproche de ne pas savoir ce que vivent les Béninois, c'est déjà quelque chose que je prends souvent dans la figure lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin d'être sur le terrain pour savoir ce qui s'y passe. J'y suis régulièrement et je puis vous dire que je sais ce qui s'y passe. Ce que je note, moi, par contre, c'est que les motifs et les motivations de ceux dont nous débattons aujourd'hui sont très, très éloignés des réalités et des besoins des Béninois. Les attentes des Béninois n'étaient pas de réviser une constitution. Les attentes des Béninois étaient ailleurs et nous le savons tous aujourd'hui. Maître Fatiou Ousmane, quand vous parlez ainsi, est-ce que vous craignez un certain déséquilibre au niveau de l'équilibre des institutions de la République ?
Ce que je crains, Joël Itondi va plus loin. Je crains que la révision telle qu'elle a été posée, telle qu'elle a été opérée, n'ait posé les prémices d'une crise sociopolitique qui va assurément s'inspirer de ce qui se passe ailleurs dans la sous-région. Nous avons l'exemple ivoirien qui est en train de nous montrer que, à force de forcer la marche, excusez la redondance, de sa réélection, et à force de vouloir exclure les autres concurrents sérieux de la compétition, on pose les jalons on pose les bases d'une contestation certaine et d'une crise sociopolitique dont on a vu déjà les premières manifestations lors des événements ayant suivi le scrutin législatif d'avril 2019 et la répression meurtrière qui s'en est suivie. On le sait. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est que d'une situation de paix qui a permis au président actuel d'être réélu, on est en train de créer une situation de crise qui va assurément nous emporter et nous mettre dans une situation très compliquée à partir d'avril 2021 si on ne prend pas conscience de l'importance de la situation. Alors, la constitution du 1er novembre, est-ce qu'on peut dire que... Permettez que je puisse dire juste rapidement un mot à M. Fatiou pour lui dire que... Oui, parce que... Toujours de son intervention. La comparaison n'est pas opportune, parce que en parlant de la situation en Côte d'Ivoire, nous sommes à 1000 lieues de cette situation. Au Bénin, il n'y a pas une question de troisième mandat qu'on est en train de contester. Au Bénin, on ne parle pas de troisième mandat. Il y a eu révision dans ce pays. On n'a pas parlé de changement de république. Donc, la comparaison ne tient pas du tout. Et ça là, il n'y a pas de situation anxiogène ici. Il n'y a pas de... Non. C'est la preuve, excuse-moi si je le dis, c'est la preuve que vous ne maîtrisez pas la réalité de ce pays. Revenez dans ce pays, venez voir comment le Bénin est en paix. Vous restez à l'étranger, on vous balance. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de conflit dans le pays. Ceux qui vont dire que le Béninois est en paix. Nous vivons bien, tout se passe bien, il n'y aura pas de problème. Alors, oui, maintenant, il voit la Constitution comme un tremplin probable pour des crises. Ben, il n'y a pas de crise. Les institutions fonctionnent normalement. L'Assemblée ne continue pas de contrôler l'action du gouvernement. Vous suivez les débats à l'Assemblée, les questions orales qui chaque fois les députés envoient. Est-ce que vous avez jamais constaté que une fois le gouvernement a refusé de se présenter devant l'Assemblée? Les débats pour l'adoption, la session budgétaire vient de s'ouvrir. Ben, c'est vous dire que toutes les institutions fonctionnent normalement. De l'autre côté, la Cour constitutionnelle fait son travail, la Cour suprême fait son travail, les autres institutions, la HAC, le Conseil économique et social. Ben, alors, donc, où est là la crise? Il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, ce dont on parle, ben, je dois juste dire, si vous permettez. Oui, allez-y. Monsieur Fatiou a dit, je constate qu'il a dit qu'on n'a pas besoin de stade de football pour ce pays. Si on investit dans ça, ça partit. Oui, parce que vous dites qu'on ne va pas mettre des milliards pour construire. Non. Qu'on ne va pas mettre des milliards pour construire des stades de football. Donc le Bénin... J'ai dit qu'il fallait investir ces milliards dans la construction d'écoles et de centres de santé. Vous êtes dans un pays où il y a des centres aérés, il y a des trucs qui permettent l'épanouissement de l'homme. L'épanouissement de l'homme passe par là, par la pratique du sport. Il y a la santé, il y a le sport. Et vous pensez que en investissant là, la construction d'écoles, le gouvernement, le chef de l'État ne fait pas œuvre utile? Bon, je vous laisse les téléspectateurs apprécier. Mais pour nous autres, qui avons besoin de ça, pour le peuple qui a besoin de ça, on est en train d'applaudir. De la même manière où on construit des stades, c'est de la même manière où on construit des marchés. Alors la modification de 90, si c'est à refaire, que diriez-vous? Ben, on va la reprendre. Et vous concluez en disant? Je conclus en disant, il n'y a jamais eu de consensus autour d'une constitution. En 90, vous vous rappelez, les anciens présidents, Arobandegbe, Zinsou, ils ont
fait campagne contre cette constitution parce qu'on leur a dit la limite d'âge, soit en disant les frappait. De quel consensus parle-t-on? Merci à vous avec la grosse interrogation. De quel consensus parle-t-on? Maître Fatiou, ça va être pour conclure aussi? Alors je vais être très clair. J'ai entendu M. Amoussou dire que le pays était un pays en paix. Bon, nous sommes dans un pays qui est apeuré. Nous sommes dans un pays avec des citoyens... Juste pour conclure, Maître Fatiou, on fera un autre plateau. Votre conclusion? Pardon? On fera un autre plateau. Votre conclusion? Pardon. La conclusion est très simple. J'ai décrit une situation d'un pays déstructuré, d'institutions soumises, avec une Cour constitutionnelle qui ne fait plus réellement le travail de gardien et de régulateur institutionnel, avec une Assemblée nationale qui ne contrôle pas, contrairement à ce que j'ai entendu dire, l'action gouvernementale. J'attends encore des questions sur la gestion de la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Nous avons une Sénat qui est elle-même entièrement envahie et contrôlée par l'exécutif actuel. Je ne parle même pas du COSLEPI. Nous sommes dans une situation qui est une situation sociopolitique d'anxiété. Et à l'approche de cette élection présidentielle d'avril 2021, il est important que nos dirigeants en prennent conscience merci à vous, desserrent la ceinture Fatiou. Comme il demandait aux Béninois. Merci, votre appel est entendu et la grosse interrogation de M. Eloi Moussou est aussi entendue. Mesdames, Messieurs, je vous fausse compagnie sur ces interrogations, ou cette interrogation et cet appel. Et ce sera tout pour l'émission du jour. On se retrouvera très bientôt, pourquoi pas avec ces deux invités. Au revoir.